les lumières du monde. La raison rallume le feu. Au commencement de ce siècle nouveau, les cendres encore tièdes du Moyen-Âge couvent sous les doigts des penseurs. La main qui copiait les prières se met à écrire des doutes, interroger les astres, demander pourquoi obéir. Dans les ruelles de Paris, dans les brumes de Londres, dans les cafés de Genève, un murmure s'élève. Ni cri, ni révolte encore, mais un souffle, la curiosité de comprendre le monde. Les livres, ces tombeaux de mémoire, s'ouvrent, respirent et deviennent flambeaux. Le feu du verbe qu'on croyait prisonnier des moines s'échappe, court d'imprimeur en imprimeur, se glisse sous les portes et s'envole au-delà des frontières. Il y a des hommes, il y a des femmes qui lisent comme l'on prie et qui écrivent comme l'on sème. Ainsi est déjà quelque chose frémit. Un peuple de lecteurs se prépare, un peuple de citoyens sans le savoir. Les villes deviennent des laboratoires. Les salons, ces temples du verbe, accueillent philosophes et poètes, duchesses et artisans. On y parle de liberté, comme d'un vin nouveau. On le goûte, on en débat, on en devine les effets. La parole n'est plus privilège, elle circule, rebondit, se contredit. C'est la Renaissance. C'est la Renaissance d'un feu collectif. Un feu ayant dépassé celui du clan autour du foyer, pour en arriver à celui de la conscience autour de la raison. Voltaire s'attaque au dogme de l'ironie d'un forgeron qui frappe le fer des certitudes. Rousseau, solitaire et fiévreux, parle du contrat qui lie les hommes, comme un pacte d'âme. Montesquieu mesure le gouvernement, pèse la liberté sur la balance des lois. Diderot et d'Alembert rassemblent le monde entier dans une encyclopédie. Ce feu organisé, cette tentative de tout savoir pour tout libérer. Et dans les ruelles sombres, les imprimeurs clandestins, mains tachées d'encre, sont les nouveaux prêtres d'un évangile sans autel, avec la connaissance pour foi et la diffusion pour prière. Alors que la lumière sort des livres pour se glisser dans les esprits, la flamme échauffe les cœurs des trop et finit par brûler les trônes. Ah oui, le temps vint où la parole réclame la réalité. Le feu se métamorphosa, passant de la chandelle du philosophe au brasier du peuple. Les idées, trop longtemps confinées dans les salons, se répandent dans les rues. Les ouvriers écoutent, les soldats murmurent, les femmes s'interrogent. Le roi, quant à lui, sent que l'air devient chaud. Car la liberté, une fois dite, ne se tait plus. Elle passe de bouche en bouche, son flamme de colère et de rêve. On la voit danser dans les pamphlets, vibrer dans les assemblées, gronder dans les marchés. La démocratie redevient parole, mais une parole nourrie de livres. Et ce que les penseurs avaient murmuré, le peuple va le crier. Sous les pavés de Paris, les siècles se fissurent. Les mots deviennent torches. Liberté, égalité, fraternité. Chaque syllabe est un marteau, chaque cri un incendie. Dans la chaleur des rues, la démocratie ne réparait plus comme une idée, mais comme un corps. On la voit marcher, saigner, brandir le drapeau tricolore. La parole se fait peuple, la pensée devient foule, et l'Assemblée nationale, temple laïque de la parole, ressuscite l'agora sous les voûtes des mondes modernes. Mais dans la lumière neuve, les ombres reviennent. Les rois déchus, les peuples apeurés, les révolutions dévorant leurs enfants. La démocratie, née du feu, apprend qu'elle peut aussi brûler ceux qui la portent. Pourtant, la flamme ne s'éteint pas. Elle quitte Paris, traverse les mers, cherche d'autres cœurs, d'autres terres à illuminer. De l'autre côté de l'Atlantique, dans les plaines américaines, une autre lumière s'élève. Les colons, las d'un roi lointain, rédigent leur serment d'indépendance. Ils disent que tous les hommes naissent égaux, qu'ils ont droit à la vie, à la liberté et au bonheur. C'est une déclaration simple, presque naïve, mais le monde entier l'entend. Les États-Unis naissent sous la signature du feu philosophique européen, mais avec une encre nouvelle, l'encre de la volonté. Les pères fondateurs citent John Locke, s'inspirent de Montesquieu, invoquent la raison pour bâtir la République. La démocratie devient charte, système,
constitution. Mais déjà, une contradiction rôde, parce que cette liberté fondatrice, elle repose sur l'esclavage. La flamme est claire, mais elle ne réchauffe pas tous. Dans les Antilles, la lumière prend feu. À Saint-Domingue, des hommes enchaînés entendent parler des droits de l'homme. Ils ne savent pas lire Rousseau, mais ils comprennent mieux que quiconque ce que liberté veut dire. Et un soir, la canne à sucre s'enflamme. Toussaint Louverture, fils d'esclave, soldat du destin, allume le brasier de l'indépendance. Les plantations deviennent des champs de bataille. Les tambours appellent la dignité. La révolution haïtienne fait trembler les empires. Pour la première fois, les vaincus d'hier réclament non seulement la liberté, mais la souveraineté. Dans un tel contexte, la démocratie n'est plus un concept, mais une vengeance sacrée. Le feu des Lumières devient feu du peuple à la peau de mélanine, appelé peuple noir. C'est ainsi que la lumière quitte l'Europe et se colore du sang et de la sueur des mondes oubliés. Mais tandis qu'un continent s'éveille, un autre s'interroge. Comment dompter cette lumière sans se brûler? Les rois, effrayés par la tempête, essaient de la comprendre. Ils parlent de réforme, de tolérance, d'éducation. Des mots prudents posés comme des boucliers. Catherine de Russie commença à lire Voltaire, pendant que Frédéric de Prusse discutait avec Emmanuel Kant. Les trônes devinrent laboratoires, les sceptres de plumes tremblantes. C'est ce qu'on appelle le despotisme éclairé. Un feu dompté, une flamme sous cloche. Cependant, la lumière ne se prépare à l'obéissance. Elle veut se répandre et non se refléter. Et c'est ainsi que les souverains éclairés découvrirent qu'on ne gouverne pas trop longtemps les esprits éveillés. Car la raison, une fois sortie du livre, n'a plus de maître. Dans l'ombre de ces révolutions masculines, des voix se lèvent. Olympe de Gouges écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mary Wollstonecraft, à Londres, réclame l'éducation pour toutes. Leur plume est une épée d'encre, un cri d'avenir. Elles payent de leur vie cette audace, mais la flamme passe, et dans les siècles à venir, ce feu caché deviendra brasier. Car la lumière, pour être universelle, doit se partager. Elle doit passer de main en main, de voix en voix, de cœur en cœur. Les révolutions se propagent comme des symphonies. En Pologne, en Italie, en Amérique du Sud, les peuples se lèvent. Simon Bolivar rêve d'un continent libre. Les Grecs se soulèvent contre l'Empire ottoman, invoquant leurs ancêtres de l'Agora. La démocratie devient non seulement un idéal, mais une mémoire, un chant des peuples. Chaque drapeau hissé est une note nouvelle dans l'hymne du monde. Et déjà, la flamme se fatigue. L'Europe industrielle s'éveille, et avec elle, les machines, les usines, les fumées. Les ouvriers travaillent dans la suie des révolutions trahies. Les promesses de liberté s'effritent sous la poussière du profit. La raison, qui devait éclairer, devient outil de domination. L'homme pense, mais oublie de sentir. Le monde brille, mais la lumière brûle les yeux. C'est ici que s'ouvre un autre chapitre, celui des foules en marche, où la démocratie descend de son piédestal pour prendre souffle dans la rue. Le feu ne s'est jamais éteint. Il se transforme, se déplace, change de langage. Il brûle encore dans les constitutions, dans les rêves, dans les luttes. Il éclaire les chemins de ceux qui refusent la nuit. Car chaque siècle rallume la torche du précédent. La démocratie n'est pas un monument. C'est une braise que chaque génération se passe. Parfois vacillante, parfois flamboyante. Et tant qu'un homme quelque part osera dire non, la lumière survivra.